Espace TV, le 22h. Bonsoir, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce vendredi. Le climat des affaires se porte mieux en Guinée. C'est une déclaration du ministre des Investissements et du Partenariat public-privé. Gabriel Curtis dit cependant que des efforts restent à faire pour mieux créer la richesse et la croissance. Vous l'entendrez dans ce journal. Comment prévenir les violences et conflits pendant les élections en Guinée et dans l'espace de la CEDEAO? Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix s'en préoccupe. Il vient de lancer les activités d'une plateforme pour prévenir les violences post-électorales. Enfin, en Irak, des milliers de manifestants se rassemblent pour un troisième vendredi consécutif de mobilisation contre leurs dirigeants, de leur côté déterminés à se maintenir et à en finir avec un mouvement de contestation qui paralyse des infrastructures vitales du pays. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Soyez les bienvenus. Comment se porte l'environnement des affaires en Guinée? Eh bien, celui-ci se porte mieux. C'est en tout cas l'observation faite par le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé et son homologue de budget. Malgré cette amélioration considérable, il reste beaucoup à faire dans le cadre des réformes pour redresser l'économie du pays, avec en toile de fond l'amélioration des conditions de vie des populations. On fait le point avec Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara. Le rang de la Guinée s'est considérablement amélioré au WIF, 126e sur 144 en 2018 et 122e sur 141 en 2019. Sa performance économique, 6,2% en 2018 et 6,3% en 2019 comme taux de croissance et une maîtrise de l'inflation à 8,9%. Ces chiffres sont loin d'être au-dessus de la moyenne, mais affiche une nette amélioration de l'environnement des affaires en Guinée. La Guinée a fait des progrès significatifs, mais nous avons encore besoin d'améliorer les réformes et le rythme des réformes. Par exemple, ces 9 réformes que nous avons présentées au niveau du Doing Business et 2 qui ont été validées. Ça veut dire que les 7 autres doivent encore faire l'objet de plus de travail pour être validés cette année. Il ne faudrait jamais oublier qu'en 2010, nous étions le dernier de tous les pays. Maintenant, aujourd'hui, nous avons amélioré notre position de façon spectaculaire, mais nous voulons être performants. Malgré cette performance que vient de réussir la Guinée, plusieurs domaines restent à exploiter et le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé tient à le préciser. C'est de créer un cadre le plus favorable possible pour qu'il y ait une véritable diversification de l'investissement dans ce pays, notamment dans les domaines que sont l'agriculture, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans les TIC, dans le tourisme, etc. Millennium Challenge Corporation, initié par l'administration américaine en 2004 pour accorder des subventions et une assistance limitée dans le temps aux pays en développement, félicite la Guinée. Et nous allons continuer de travailler ensemble pour plus de progrès et j'espère qu'il y aura un programme de MCC l'année prochaine. Ces chiffres sont pour l'heure rassurants, mais les responsables des départements de l'IPP et du budget sont conscients des gigantesques travaux qui attendent la Guinée pour maximiser ses performances. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée a pris part à cette rencontre. Il salue les efforts fournis par le gouvernement. De son côté, le ministre Gabriel Curtis est revenu sur certaines réformes et attentes. On les écoute au micro de nos reporters. Progrès avec le point de carte de pointage des MCC. Guinée a doublé l'indicateur positif. Et je voudrais féliciter les ministres pour leur travail et nous allons continuer de travailler ensemble pour plus de progrès et j'espère qu'il y aura un programme de MCC l'année prochaine.
Ce que je voulais dire, nous avons convoqué cette réunion pour vraiment parler du climat des affaires. Et nous avons vu que la Guinée a fait des progrès significatifs, mais nous avons encore besoin d'améliorer les réformes et le rythme des réformes. Par exemple, ces 9 réformes que nous avons présentées au niveau du Doing Business et 2 qui ont été validées. Ça veut dire que les 7 autres doivent encore faire l'objet de plus de travail pour être validés cette année. Donc c'est dans cette perspective-là que nous avons réuni tous ceux qui sont chargés au sein des différents départements ministériels à travailler sur l'amélioration du climat des affaires. Nous avons aussi vu ce qu'il y avait au compte du Forum économique mondial, notamment au niveau de la compétitivité. La Guinée a amélioré son score. Et nous avons aussi parlé du MCC, d'où la raison pour laquelle nous avons convié Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour parler du MCC, parce que c'est un programme qui va être très important puisqu'il finance de manière gratuite la construction d'infrastructures structurantes. Économie encore dans ce journal. Signature ce vendredi des accords de prêt et dons portant sur le financement du programme de zone spéciale de transformation agro-industrielle dans les régions de Boké et Kankan. Les avenants au protocole du don de financement d'investissement social et de réhabilitation post-Ebola figurent en bonne place dans ces accords entre la Guinée et la Banque africaine de développement. Mamadou Sadio Baldé, Tierno Sadouba, explication. Le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle vise à accompagner la Guinée et veut attirer le secteur privé. De la première phase d'un programme de création de 10 agropoles d'un coût global d'environ de 760 millions de dollars américains sur tout le territoire national, en lien avec l'initiative présidentielle de développement rural. L'ambition première de ces zones est de faire des parcs agro-industriels permettant de transformer sur place les produits agricoles guinéens. La stratégie de Banque en Guinée, le HIFAD nourrit l'Afrique, vont favoriser l'amélioration à la sécurité alimentaire et nutritionnelle portée par le secteur privé. Des appuis sont prévus pour réussir ce défi. Porte sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle de Boké et de Kankan. D'un coût total de 16,9 millions de dollars des États-Unis, soit environ 153 milliards de francs guinéens. Ce programme est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 13,5 millions de dollars des États-Unis et par le gouvernement guinéen à raison de 3,4 millions de dollars des États-Unis. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été fortement éprouvés par la maladie à virus Ebola. Les survivants de cette maladie, tout comme les petites entreprises, doivent être accompagnés. Le projet pourra bénéficier à 3 000 survivants et orphelins de la maladie à virus Ebola, 50 groupes communautaires, 200 commerçants transfrontaliers, 300 travailleurs sociaux et 2000 micro et petites entreprises. Pour bénéficier de tous ces appuis, les gouvernements seront soumis à des mesures contraignantes. Il faut dire que la Banque africaine de développement augmente le fonds d'investissement pour ses membres, mais des critères stricts sont mis en avant pour faciliter l'accès à ces fonds. C'est du moins ce qu'affirme le ministre du Plan et du Développement économique. On l'écoute. La cérémonie de ce jour se déroule moins d'une semaine après l'annonce de l'augmentation de 125% du capital du groupe de la Banque africaine de développement. Il s'agit là d'un élargissement significatif des marges de manœuvre financière de la BAD pour accroître les interventions sur le continent. En revanche, ce nouveau contexte exige de la part des pays membres régionaux, et si tant est qu'ils désirent profiter de cette augmentation de capital, plus d'efficacité dans la gestion des investissements, en même temps qu'une performance plus accrue dans le portefeuille des projets actifs. C'est cette exigence qui guidera la gestion des 2 opérations, objet de la présente cérémonie, ainsi que celle de l'ensemble des autres projets en cours d'exécution avec l'appui du groupe de la Banque. La ministre Mamakani Diallo, ministre du Plan et du Développement économique, qui
qui s'exprimait par rapport à l'augmentation du fonds d'investissement de la Banque africaine de développement. Comment la Guinée pourra-t-elle faire face au Haut Conseil des droits de l'homme en janvier 2020 La question reste posée surtout avec les violences politiques et sociales qui ont engendré des morts et des blessés ces derniers temps. Le ministère de la Citoyenneté, le Haut Commissariat des droits de l'homme et les Nations Unies hâtent les pas pour préparer cette échéance. À travers une rencontre tenue ce vendredi à Conakry, les dernières recommandations sont passées au peigne fin et le gouvernement s'engage à promouvoir les droits humains tout en déplorant les derniers cas de mort enregistrés lors des manifestations politiques en Guinée. Alseni Bari, Yacouba Traoré. C'est la troisième fois, en l'espace d'une décennie, que la Guinée passe devant le Conseil des droits de l'homme. Cependant, les défis restent toujours à relever dans la mise en œuvre des recommandations. La session 2020 de l'examen périodique universel accordera à juste titre un accent particulier à la mise en œuvre des recommandations antérieures en faisant ressortir les progrès et défis dans la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Guinée est partie. La quasi-totalité de ces recommandations trouve un ancrage dans les objectifs de développement durable et sont reflétées dans le plan national de développement économique et social de la Guinée. La notion des droits humains implique le droit à la vie, la santé, l'éducation. Mais en Guinée, la situation politique continue avec son lot de morts. Bourreaux ou victimes, le gouvernement tente de se justifier. Le gouvernement qui a la charge de la sécurité et du bien-être de tous les citoyens a pris des dispositions pour rechercher et sanctionner les auteurs, partager le deuil avec les familles des victimes et réconforter les blessés. En dépit de cette situation de crise que traverse la Guinée, le ministère de la Citoyenneté lance cet appel. Dans cette difficile période préélectorale du pays, votre pressant appel à la classe politique guinéenne de privilégier le dialogue et la concertation serait un atout de poids pour la décrispation et l'apaisement politique. Les débats vont se poursuivre le long de la journée pour plancher sur ce troisième rapport de l'examen périodique que la Guinée devrait défendre à Genève en janvier 2020. Justement, comment prévenir les violences, surtout en période électorale? La question était au centre d'une rencontre tenue ce vendredi à Conakry. La rencontre est initiée par le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Un groupe national de réponse électorale vient d'être mis en place à cet effet pour prévenir les violences post-électorales. Je vous propose d'écouter Ali Oubari. C'est en fait un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'alerte précoce et qui permet donc de suivre, de monitorer, mais également d'informer en temps réel sur les probabilités de violence liées aux élections. Vous savez que la Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs de la sous-région, a souvent connu des violences en période électorale, avant, pendant et après les élections. Et ça, c'est depuis l'indépendance. Donc il est important pour un réseau aussi solide aujourd'hui que le WANEP, puisque le WANEP, vous l'avez su, couvre les 15 pays de la CEDEAO. C'est donc un réseau fort. C'est important pour le WANEP de s'inscrire dans cette dynamique-là, d'essayer donc d'apporter sa contribution pour informer, alerter en temps réel sur des possibilités justement de conflits ou de violences liées aux élections. Et vous savez qu'on a des élections qui approchent déjà. Il y a les législatives, il y a l'élection présidentielle de 2020 et bon, probablement d'autres élections aussi. Et puis, en plus bref, crise sociopolitique en Guinée, le gouvernement insiste sur la relance sans délai des travaux du comité de suivi du dialogue politique pour une sortie de crise. C'est du moins l'un des points forts débattus lors du Conseil des ministres. Cet appel intervient après une manifestation du FNDC opposée à une réforme constitutionnelle en Guinée. En plus bref encore, 24 heures après le drame de Kintinya dans Sigiri, le gouvernement guinéen vient de sortir un communiqué pour adresser ses condoléances aux familles des personnes tuées. Selon un bilan provisoire, ce sont au total 12 Guinéens qui sont morts et des blessés suite à un éboulement dans la zone. Des secours seraient en cours pour sauver d'éventuels survivants ou retrouver d'autres corps.
Le gouvernement rassure qu'il continue à prendre toutes les dispositions dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité pour faire éviter à l'avenir aux populations guinéennes de tels cas d'accident. Autre aspect de ce journal, clôture de l'atelier de restitution et de validation de la politique du sport et de la culture universitaire en Guinée. Ils étaient une vingtaine d'étudiants à participer à cet atelier d'échange sur le document de politique du sport et culture en Guinée. L'objectif pour le ministère en charge de l'enseignement supérieur est de faire des institutions universitaires guinéennes un creuset de talents sportifs. Reportage Mohamed Valek Touré, Mohamed Aloussen Kamara. Impliquer les acteurs des sports, des arts et de la culture dans la réflexion devant aboutir à l'élaboration d'une politique de sport, prenant en compte les éléments utiles à la promotion des disciplines au sein des institutions universitaires, voilà le mobile de cette rencontre. Durant ces 2 jours, les participants ont échangé avec des acteurs sur la politique de mise en place d'une feuille de route qui servira de guide à la promotion des activités universitaires. Nous avons également échangé sur l'aspect infrastructure et équipement qui pourrait générer des profits tant sur le plan économique que sur celui de la formation. De favoriser le recrutement d'enseignants, chercheurs, praticiens et créer de nouvelles disciplines innovantes comme le management du sport, le cinéma, danse. Avec la participation des acteurs du secteur, le document est enfin élaboré. L'ambition désormais est de faire des institutions universitaires une épreuve de talent sportif à travers des compétitions. Un engagement pour le rayonnement du sport en milieu scolaire. Nous souhaitons que le sport universitaire, désormais le sport, les arts et la culture universitaire, soit le grenier du sport en République de Guinée, mais aussi avec cette nouvelle mission, nous voudrions aussi être la vitrine de l'art, des arts et de la culture dans notre pays. Au-delà de la mission qui consiste à la formation de la future élite, les initiateurs estiment que ces activités apporteront aux étudiants des conditions essentielles à leur aptitude physique et mentale. Nous avons défini un document de politique du sport, des arts et de la culture au sein des universités, mais bien sûr aussi, comme d'habitude, avec l'accompagnement du ministère en charge des sports, des arts et de la culture. Donc cet atelier est un peu le couronnement de tout ce cheminement. L'élaboration de ce document de sport et de culture est le fruit d'un travail d'équipe dont les recommandations formulées par les participants durant l'atelier feront l'objet d'une attention particulière au niveau du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On s'intéresse à présent à la rubrique La Une des médias qu'on vous propose tous les vendredis soirs. La rubrique revient sur la manifestation du FNDC qui s'oppose à une modification constitutionnelle. Il faut dire que la marche de jeudi a été pacifique. On voit tout cela avec Djibril Ba. Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir oui, bonsoir à tous. La revue de cette semaine est axée essentiellement sur la marche pacifique du FNDC. Par rapport à la crise actuelle, la communauté internationale s'est fait aussi entendre. L'essentiel de la une des médias guinéens, c'est tout de suite. Le chef de l'État à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle pour les femmes d'une capacité de 600 personnes. Ce centre est équipé grâce à l'appui de l'agence turque de coopération et de coordination. Alpha Condé, s'exprimant chez nos confrères de l'AGP Guinée.com, a dit ceci. Lorsque j'ai pris le pouvoir, j'ai dit que je consacrerai mon mandat aux femmes et aux jeunes. Je continue à tenir mes engagements. Nos femmes luttent pour subvenir aux besoins de leur famille. Au même moment, Guinée7.com nous dit que le ministre des Mines et de la Géologie a été reçu à l'Assemblée nationale ce lundi 4 novembre par l'intercommission des mines. Il s'agissait pour le ministre Abdoulaye Magasuba de présenter aux députés la convention d'exploitation des gisements de fer du mont Nemba, de la genèse du projet, de la référence aux anciennes études sur le mont Nemba, en passant par la signature de la convention amendée et consolidée, ainsi que la question d'évacuation. Rien n'a été omis par le ministre des Mines. Grâce aux investissements générés par les sociétés minières, la Guinée pourrait être un pays avec une croissance inclusive qui participe significativement et durablement à la réduction de la pauvreté
comme le souhaite le chef de l'État, a expliqué Magasuba entre les lignes de l'inquisiteur.net. C'était lors de la signature d'une convention pour le développement agricole. Guinée 7 nous apprend que le CAR, Cercle des acteurs pour la République, souhaite que les dimanches soient considérés comme jour de manifestation. Dans les colonnes du site, Abdoulaye Kourouma du RRD affirme qu'il faut réglementer parce que les gens doivent aller à l'école, les gens doivent travailler, ils doivent manger. Pour parler des manifestations, plus de 2 millions de Guinéens étaient dans les rues de Conakry selon Cellou Dalein sur mosaïqueguinée.com. Comme galvanisé par les chiffres à ses yeux sans cesse croissants des manifestations à l'appel du FNDC, Elhaz Cellou Dalein Diallo promet que les Guinéens seront toujours nombreux chaque fois qu'il sera question pour eux de défendre la Constitution et de favoriser l'alternance démocratique. Dalein se félicite de cette mobilisation. Le chef de file de l'opposition a dit chez nos confrères de visionguinée.info que toute la Guinée était là pour dire non au troisième mandat et à une nouvelle constitution. Alpha Condé est en train d'exercer son second et dernier mandat. Au terme de ce mandat en 2020, il faut qu'il ait la sagesse de profiter de toutes les garanties et les honneurs liés au statut d'un ancien président, conseille le leader de l'UFDG. Vision Guinée nous rappelle par ailleurs que Baouri était présent à cette manifestation et justifie les raisons qui l'ont poussé à se joindre à la marche. Le plus important, c'est le message du peuple appelant le président de la République à renoncer au projet du changement constitutionnel, a-t-il déclaré. Sa présence pousse les membres du CAR à le suspendre. Il s'est avéré que plusieurs autres dirigeants des formations politiques composant le CAR ont d'emblée rejeté cette décision, lit-on sur mosaïqueguinée.com. Face à la crise, des acteurs de la société civile s'indignent et réagissent aux attaques lors d'une procession funéraire à Conakry, titre le site de la vitrine africaine imedia.net. Dans ce sens, l'ambassadeur des États-Unis fait une invite à toutes les parties prenantes. Il dit dans l'article de l'inquisiteur.net, en ma qualité d'ambassadeur des États-Unis en Guinée, j'exhorte toutes les parties à éviter toute forme de violence. C'est tout pour la revue. Merci, à la semaine prochaine. Voilà, grand merci à Djibril Ba qui vient donc de vous proposer la revue de la presse intitulée ici chez nous, la une des médias. On va à présent aborder la page monde de ce 22h. En bref et en image, des milliers de personnes dans la rue en Irak pour un troisième vendredi consécutif de mobilisation contre leurs dirigeants, comme vous le constatez sur ces images, de leur côté déterminés à se maintenir et à en finir avec un mouvement de contestation qui paralyse des infrastructures vitales. Plusieurs personnes ont été tuées lors de heurts avec les forces de l'ordre, accusées de réprimer la contestation. Ils ne verront ni l'herbe ni le soleil. Dans la Veyenne, un projet de réforme de 1200 bovins est empêtré depuis 5 ans dans un conflit avec ses détracteurs dressés contre ce qui est à leurs yeux un nouveau symbole des dérives de l'agro-business. Reportage de nos confrères de l'AFP. C'est pour l'instant un vaste terrain vague rongé par les mauvaises herbes. Une friche qui appartient à cet octogénaire. Il veut implanter ici une ferme d'engraissement de 1200 jeunes bovins, des taurillons élevés jusqu'à 18 mois, destinés à être vendus au Maghreb. Là en face, il y aurait la méthanisation là-bas, les bureaux ici bien sûr, les bureaux à l'entrée, tout ça, avec tout ce qui s'ensuit. Méthanisation au fond, un hangar à paille, c'est prévu comme ça sur la droite. Le terrain se situe sur la commune de Coussé-les-Bois dans la Vienne. Les premières maisons sont à plus de 700 mètres du projet. Depuis 5 ans, un collectif d'opposants se bat contre l'implantation de cette ferme-usine de 15 000 m². La nappe phréatique est en dessous, c'est-à-dire qu'on est dans la zone de protection du captage de l'eau potable. Elle est à entre 3 et 5 mètres en dessous d'une couche d'argile qui protège la nappe. Il ne faut pas percer cette couche d'argile. Ce qui serait le cas Ce qui serait le cas si on met 300 poteaux pour soutenir les hangars. Les opposants craignent aussi que les eaux d'écoulement souillées par les animaux finissent dans ce plan d'eau en risquant d'infiltrer la nappe. Ils sont d'autant plus échaudés que la ferme est voisine de cet ancien site d'enfouissement de déchets où plusieurs millions de tonnes ont été déposées jusqu'en 2013, générant une pollution en nitrate.
Le promoteur se défend, il promet un site propre qui produira de l'énergie grâce à une unité de méthanisation du lisier et des panneaux photovoltaïques. Pour lui, seul l'élevage à grande échelle peut permettre aux agriculteurs de s'en sortir financièrement aujourd'hui. Il faut avoir une certaine importance, c'est tout, on ne peut pas faire autrement. C'est plus possible. Hein. Quand vous avez une bête à envoyer ou 2 bêtes à envoyer de chez vous, ça va vous coûter au point de vue transport 50 ou 70 euros, 50 euros mettons par bête. Hein, quand vous en envoyez 20 ou 30, de toute façon, ce sera 5 euros. C'est tout, de toute façon, toute une question de ça. Hein, tout est une question maintenant de rentabilité. Les taurillons passeront entre 8 et 12 mois enfermés dans des box d'engraissement nourris essentiellement par des granulés de céréales produits par l'entreprise du promoteur. Le côté bien-être animal, évidemment que nous, on ne peut pas souscrire à ça dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, on pense que les citoyens demandent de plus en plus une production de qualité, locale évidemment, mais aussi, dans la mesure du possible, de plein air. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui veut encore en gagner plus, et il veut chercher tous les moyens pour en gagner plus. Hein? Mais on n'est pas obligé de l'écouter pour manger ses produits. Méfiants, les opposants surveillent quotidiennement le site pour s'assurer que les travaux ne débutent pas avant la décision de la Cour d'appel de Bordeaux. Elle doit bientôt se prononcer pour autoriser ou non l'exploitation. Voilà, merci de nous regarder à Saramoussaya, Ourekaba ou encore à Kenyeko. Nous sommes dans la région de Mamou. C'est la fin donc de ce 22h. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. Bonsoir chez vous. Je vous retrouve demain pour d'autres infos.